C'est pas mal cette salle, hein? Ouais, Oh, tu rêves d'avoir une comme ça, hein? ouais. À moi. Ouais, À tout moi à toute toi. seule. Quelque chose de magique dans les salles de spectacle. Ouais. Vide, c'est habité quand même. Oui, c'est magique, hein? Et ça te fait penser à tes textes qu'on vient de lire? On vient de lire Transit que tu as écrit à Limoges, c'est ça? Oui, j'ai écrit Transit à Limoges. Ouais, je pense que ce texte a besoin beaucoup d'intimité parce que les personnages sont. Enfin, ils disent des choses qui veulent bien que les gens entendent. Parce que chez nous, il y a quelque chose où, par exemple, quand tu montes dans un tap-tap, quand tu arrives quelque part, personne ne te connaît et tu te livres. C'est un peu comme ça devant l'ambassade, dans ce texte du moins. Les gens se parlent, les gens se parlent, les gens racontent leur vie simplement. Donc, ils veulent partir. Haïti, c'est un pays où on est en transit. Je pense que je me suis toujours posé la question parce que quand j'étais à l'école, souvent mes camarades souvent ne terminaient pas l'année scolaire ou les filles, on n'était pas ensemble au bout de la promotion. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de camarades qui étaient là au moment de la durée qui devaient partir et laisser le pays. Partir, c'est un projet que tout le monde a. On pense à partir à un moment de la durée. Mais pas pour voir du pays comme ça devrait se faire. Je pense que les gens doivent voyager, on doit connaître le monde. Mais c'est comme partir, c'est comme une nécessité, c'est un besoin. Est-ce que ça viendrait pas du fait que ce pays, on est venu l'habiter, on nous a amenés par bateau, ensuite on a trouvé des populations qu'on a décimées complètement. Nous, on est venu habiter là. Est-ce que ça n'a pas d'emblée planté cette idée que c'est une terre transit, c'est une île transit? Moi, je pars sur cette hypothèse. Je me suis dit, je le dis déjà dans ce texte depuis le temps longtemps, ce temps où on est venu ici, on a toujours senti qu'on n'était pas chez nous. Moi, je le pense, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas ce sentiment d'appartenance. Bien sûr, il faut voir les événements historiques et les trucs politiques qui font qu'à un moment de la durée, tu te dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas. Et questionner cette terre de transit, questionner ce besoin de partir, c'est directement questionner les conditions de vie dans ce pays. Et pour moi, parler du voyage, c'est parler de la condition de la vie, parce qu'on ne fait pas pour le plaisir qu'on parle. Il y a des gens qui foutent le camp juste pour partir, c'est-à-dire que parce qu'il n'y a que ça à faire. Ils ne savent pas où aller. Mais en même temps, Gaël ne peut pas partir. Moi, je dirige un festival en Haïti. Toi, tu diriges un festival. Tu mènes un combat féministe très important dans ton pays. Tu es ancré dans ton pays. Gaël ne peut pas partir. Je dirais que j'ai une responsabilité. Oui. Et là, dans ton texte aussi, Guy, cet amour enseveli sous la cathédrale déjà, je sens qu'il y a quelque chose dans le départ déjà. C'est-à-dire que pas dans le départ, mais dans le fait que les gens se sont déplacés, qui a arrangé toute une relation. Et je pense qu'il y a une réalité dans la diaspora, dans les rapports humains, dans la diaspora, dans la communauté. Il y a plein de problèmes. Il y a le souci des papiers, il y a le souci du mariage arrangé. Oui. Et ça, je le sens très fort dans ton texte, ce moment où il y a une grosse tension entre les couples. Dans un couple où le mari, donc l'homme est déjà là, c'est un homme qui est à la retraite, et puis il y a une femme, les deux ont presque le même âge, elle laisse son pays pour venir vivre avec lui, mais elle n'a jamais aimé ce pays. Et on va découvrir au milieu de l'histoire qu'il y a l'enfant de la femme qui a pris un bateau pour traverser le joindre, on ne sait pas s'il va arriver. Et en fait, ils se prennent la tête, ils se fâchent, ils sont pas bien ensemble parce qu'il y a ce non-dit entre eux. Ils parlent jamais de cet enfant. Elle non plus, elle parle jamais de son fils. Et dire que quand une mère perd son fils, elle perd ses entrailles, elle le sent jusque dans ses entrailles. C'est aussi un texte sur
la souffrance du départ, de l'exil. Oui, de l'exil. Parce que ce qui arrive aussi, ce qui est important de ce que tu dis, c'est que le déplacement fait éclater les familles. Ouais. Ça explose vraiment la famille. Tu vois, la maman est partie, les enfants restent avec le père ou l'inverse, ou les deux parents partent, l'enfant reste avec des amis ou des grands-parents ou une marraine, un parent et tout. Et ça déséquilibre beaucoup de choses. Émotionnellement. C'est insoluble, hein. On n'a pas de réponse pour ça parce que depuis les années 50, les Haïtiens partent. Et jusqu'à présent, on se pose la question. Et toi, ton texte me fait penser que est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit rester? Ça, c'est une question qu'on pourrait poser à plein de pays. Le Liban, plus de la moitié de la population est en dehors du pays. Plus de Libanais vivent en dehors du Liban. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens se déplacent beaucoup. Et je pense que la réalité d'Haïti, comme le Liban ou ailleurs, c'est une réalité qui doit questionner la politique, qui doit questionner les conditions de vie et tout. Et tout ce... Je sais pas la théorie du complot, mais je pense qu'il y a franchement une stratégie mise en place pour que des pays, comme ces pays-là, soient contraints de partir. C'est pas possible. C'est tellement énorme, ça arrive tellement souvent, très facilement, qu'on se pose la question. Mais bon, quand on va aux États-Unis, par exemple, on n'est pas bien accueillis partout. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, j'ai pas très envie d'aller traîner dans les rues de Moscou. J'ai pas très envie de me faire casser la gueule par un policier français. J'ai pas très envie de me faire plaquer au sol par un policier américain. On est quand même... c'est fou. Hein. Et en plus, on est en train de laisser un désespoir qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est là que le déplacement, le départ, la traversée est compliquée. C'est-à-dire qu'on est désespéré à un point tel qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais à n'importe quel... Mais on se casse. On se casse. Mais en tout cas, on est très bien ici. On est dans ce théâtre de la Cité internationale qui nous a donné un temps de résidence. Toi, tu es en résidence jusqu'à quand? Je reste en résidence jusqu'au 6 juillet. Et je suis vraiment contente. Et là, je suis en train d'écrire autre chose. Je suis très, très, très contente d'être au milieu de Paris comme ça. En face de la Seine. En face de la Seine. D'écouter la ville palpiter. Avec une fête. Les gens faire la fête toute la nuit. Non, je suis contente d'être là. Eh bien, merci. Et parce que j'ai les chiffres sous les yeux. Parce que j'ai les yeux de ces gens qui me fixent à longueur de journée. Désemparés, motivés comme pas possible aussi. Parce que même si je ne compte pas partir, moi, parce que je n'en ressens aucunement le besoin, je comprends ce qui se passe. Bien sûr que c'est inquiétant, mais pour qui? Ceux qui partent font déjà partie de notre projet. Ceux qui restent, ont-ils le choix ou pas? Là n'est pas la question. Oui, tout ça me tourmente. Il y a un bon DJ dans un club à Pétionville. J'irai me changer les idées ce soir. Les DJ sont les nouveaux dieux depuis que la terre nous a agité l'esprit. Il n'y a rien qu'un bon mix, des paroles obscènes et sexistes, le volume à faire exploser le cœur, du pur bonheur. Oui, je réfléchirai moi. À quoi je pense? Au temps, aux faits, aux résultats, à cet enfant que j'ai envie d'avoir, à la politique. Une année après le séisme, dans la foulée,
Ils se sont dit, organisons les élections vite fait, allez, hop. De toute façon, les survivants s'en foutaient. Si tu respires encore après cette catastrophe qui a englouti à peu près 3000 âmes, on ne sait pas trop bien le nombre de victimes, c'est déjà compliqué de compter les vivants. Pour les morts alors, apparemment Dieu a un plan. C'est du moins ce que disent les gens. Je ne crois pas en Dieu. Parce qu'envisager Dieu, l'imaginer dans la brume assis sur un coussin blanc, coiffé de sa couronne de feu, c'est accepter l'idée qu'on veille sur nous. L'idée du miraculeux hasard de la vie, du destin, la tragédie inévitable. C'est imaginer que ces morts ne sont pas morts pour rien et qu'à la fin, il n'y a pas de fin. Puisque eux aussi nous observent, nous protègent, nous attendent. Quelle idée géniale de croire que les anges sont nos bodyguards, que la vie est éternelle. Combien d'anges nous faut-il pour 27 750 km²? Combien? Je n'ai pas la foi, mais si c'était le cas, je crois que cela m'aurait réconforté de savoir qu'il y a 300 000 âmes perchées sur des nuages à observer ici-bas les enfants terribles. Je finissais ma dernière année de fac quand le chanteur a été élu. Dès le moment où j'ai réalisé qui était le président ou en faveur de qui ils avaient truqué les élections, mon cerveau a fonctionné au ralenti pendant des jours. Ce n'était pas à cause de la marijuana ou de la bière, je me défonçais à cette époque, certes, mais là, j'étais stone. Éberlué par cette situation inimaginable, le choc m'a fait flotter. Sans grande conviction, j'ai trempé mes doigts dans l'encre pour l'autre candidate, cet intello responsable, respectable, très âgée. Je crois que j'ai voté pour elle parce que c'est une femme. Je sais, la raison n'est ni suffisante ni valable, mais on a voté pour l'autre parce qu'il est fou. À mon avis, nous nous sommes dit que rien ne pouvait être plus terrible que ce séisme. Et donc, voter pour un timbré narcissique est juste un petit changement de forme. Juste pour voir un peu. On a de l'humour, hein, tu sais. Et on a bien rigolé. Avec les chiffres sous les yeux, ça me fait penser. Je veux évaluer, comparer, constater que, faute de pouvoir aller au nord, ils ont tenté le sud par milliers. Même la statue du Christ rédempteur de Rio de Janeiro, qui garde les bras grands ouverts, les a soudainement mis sur la tête pour lâcher un what the fuck quand il a vu arriver autant d'Haïtiens. L'année des élections en 2011, 1875 migrants en Équateur. En 2017, 111 746 Haïtiens au Chili. Ils arrivaient par vague de 400. Je vous ai dit que nous avons de l'humour, hein, souvenez-vous-en. Alors que les compatriotes s'engouffraient dans des avions et bateaux à destination d'une vie meilleure, le pouvoir en place nous miroitait le tourisme comme moyen de revenu. Se cassait le cul pour attirer les étrangers dans ce beau pays avec le sourire et l'hospitalité de ces gens. Venir goûter à nos délicieux plats créoles. Faire trempette dans la mer. Sans inquiétude, on vous escorte de l'aéroport, vous fait traverser la ville juste vers la côte des Orcadins, sans avoir le temps de voir des corps lourds de fatigue. Ses regards fracassés, d'entendre la voix criarde d'une marchande de Mabi qui affronte le soleil avec élégance. Malgré tout,
attirer des investisseurs. Pardon, ça me fait rire. Oh mon Dieu. Des hôtels de luxe ont poussé de terre. Ils ont construit un, pile en face d'un gigantesque bidonville sur le flanc d'une montagne. Je te jure, de la fenêtre de ta chambre à $200 américains la nuit. Tu avais une putain de vue. Jalousie. Oh, c'est beau, non? Poétique. Oh, mon fou rire te fait penser que je suis cynique. Peut-être. Ils auraient pu construire un grand théâtre sur ce lieu. Les maisons de fortune qui ceinturent la ville des investisseurs hypothétiques n'auraient pas gêné les artistes, ni ceux et celles qui aiment le spectacle. Nous sommes un peuple de spectacle. Et ça aurait plu aux touristes. Ces petites maisons entassées comme ça, de loin, on dirait la carapace d'une grosse bête qui s'est nourrie trop longtemps de l'irresponsabilité de l'État. Ah, jalousie, ghetto fashion. Tes couleurs estompent la mémoire dans du béton désarmé. Tu voulais du bon gravier, du bon ciment. Ils t'ont donné de la peinture pour égayer, pour les touristes d'en face, pour se voiler la face. Colores-tu ta tombe avant que la terre nous refasse son twerk? Est-ce que tout ceci ne m'a jamais donné l'envie de partir? Oui et non. Pour aller où? Aller faire quoi? Je mourrai ici, point boule. Ce pays est mien. Je dois y être à mon aise, manger, danser, regarder mes enfants grandir. C'est bien ce qu'ils veulent qu'on parte. Eh bien, nous partons. Mais pas tous. Je n'ai jamais imaginé ma vie loin, alors qu'ici, je suis bien. J'ai une vie, malgré l'insécurité, la précarité. Malgré tout, oui. Et ce n'est pas demain la veille que je vais crever. Les saints et les anges veillent sur moi. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on serait livrés à nous-mêmes? Non. Dieu est bon. Et si le tremblement de terre n'a pas enseveli mon vieux corps sous les décombres de la Direction nationale des impôts, là où j'offrais mes services à l'époque, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui. Je suis croyant. Je ne vais pas à l'église souvent, par contre. Et qu'elles aient poussé comme des herbes sauvages après le séisme. Heureusement. Sinon, on n'aurait plus d'espoir. Or, l'espoir est l'unique chose qu'il ne faut pas nous enlever. Puis ici, j'offre le passage. Enfin, je le facilite. Le passage est plus compliqué. Si je faisais partie du réseau, j'aurais vendu de meilleurs services. Je vous jure que je suis efficace. Et j'aurais assuré le trajet d'ici jusqu'au pays de Neymar. Comme ça. Mais selon les témoignages, ça ne se passe pas toujours bien. En bus de Port-au-Prince à Santo Domingo,
ensuite de la capitale dominicaine, passant par l'Équateur pour arriver au Pérou en avion et finalement à Iquitos et Santa Rosa jusqu'à Tibatinga en bateau. Ça peut durer des mois. Des mois. Il faut traverser l'Amazonie, marcher, se perdre, se faire dévorer par des bêtes sauvages, mourir. Le voyage peut coûter jusqu'à 5 000 $ américains. Je ne sais pas comment un responsable de voyage fait son bénéfice entre le transport, la bouffe et l'hôtel. Vu les trajets qu'ils font faire aux gens, parfois ça ne doit pas leur coûter grand-chose. De toutes les manières, je n'en saurais rien. Je ne connais pas ce type-là. Mais vous, que vous faut-il? Dites-le moi, j'offre tous les services, plus efficacement que l'État, plus disponible que lui. Gifle-moi. Vas-y, gifle-moi. Va, crétin, chien. Je ne te gifle pas, je n'allais pas te gifler, ciel. Sortons. Peut-être as-tu besoin de respirer. Oui, j'étouffe. Tu m'étouffes. Ton haleine m'étouffe. Sortons alors. Allons respirer dehors. Non, je ne sors pas. Je hais ton quartier. Je hais ton pays. Tout autour de toi, je hais. Je hais que tu me regardes ainsi. Je déteste ton regard sur moi qui ne dit rien. Je t'aime. Moi, je t'aime. Enlève ta main. Ne me touche pas. Je déteste ta main posée sur moi. Je déteste que tu me touches. Je t'aime. Foudre! Ne me touche pas. La haine. Ma haine est meilleure que ton amour. Arrête, c'est faux. C'est faux ce que tu débilites. C'est faux ce que tu dis. Où vois-tu la haine? Il n'y a pas de haine entre nous. Il n'y a de haine nulle part. Je te hais. Arrête. Je te hais, je te hais, je te dis. Arrête, je dis. Arrête. Je te hais. Je te hais, je te hais, je te hais. Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais 7 fois. Haïs-moi toi Je aussi. ne peux pas. Pourquoi te haïrais-je? Parce que moi, je te hais. Je te hais de n'avoir rien tenté pour empêcher ça. Je te hais de n'avoir rien fait, jamais. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Et si nous nous parlions enfin? C'est quoi? Si nous nous décidions enfin à nous parler? Si, allons-y. Nous pouvons. Avant que je te déteste, je te parlais. Cela m'est si lourd maintenant d'ouvrir ma bouche avec toi. Tellement de choses me la closent. Parlons alors. Je suis tout oui. Comment cela? Ah, vas-y, je t'écoute. Tu dis vouloir qu'on se parle alors. Allons-y. Parlons. Je n'aime pas ta façon malicieuse d'être doux, attentiste, de jouer au sage, de faire le sage alors que tu es loin de l'être. C'est que parfois j'aime ta façon d'être faconde, loquace, d'un coup féconde en parole. J'aime t'écouter quand subitement ça te prend. Tu m'embobines, c'est ça? Tu voudrais m'embobiner? Tu n'en as pas assez d'essayer de m'embobiner toujours? Quand tu te diras enfin, ça y est, elle comprend mon jeu, ça y est, je ne l'y prendrai plus, j'arrête. Voilà, tu m'exaspères. Non, tu peux. Je suis tout oui, tout oui. Vas-y. Ne te retiens pas. Tu aurais dû juste te taire. Quoi? Quand je parle, tu ne pourrais pas te taire et m'écouter. Ne pas d'emblée faire la réponse, juste éviter de faire ton intéressant, me laisser poursuivre, enchaîner mes paroles tout tranquillement.
Mais il faut toujours débiter tes boniments, tes sottises, tes billevesées. Voilà, tu m'as contrarié. Mais parle. Je suis prêt à t'écouter, décharge-toi, dis-moi tout. Je te l'ai dit, je suis tout oui. Vas-y, ferme ma bouche. Fais ton nonchalant. Défends tranquillement ton fort. Protège ta cathédrale. Mais quel fort, quelle cathédrale. Il n'y a que de l'amour, mon amour. Niaiseux. Non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour entre nous. Tu es aveuglé. S'il y a de l'amour, il est enseveli. Pourquoi tout ce vocabulaire mortifère, mon amour? Pourquoi tu parles de fort, de protection? Je ne vois pas où tu voudrais en venir. Bien entendu, tu joues le stratège. Fais semblant de ne rien voir. Tu entends tes mots. Tu parles comme une soldate. Pourquoi? Nous ne sommes pas en guerre, mon amour. Je ne te parle pas de guerre, vieux cocachime. Je parle de l'amour, de cet amour mort entre nous. De l'amour tel une cathédrale ensevelie.